comme on l'a dit, c'est aussi une manière d'assurer la continuité des activités du professeur Jean-Jean, avec qui il était censé pouvoir collaborer, et on connaît l'issue, mais donc on va essayer de lui rendre le meilleur hommage en continuant ses activités. L'idée aussi ici, c'est de pouvoir présenter différentes... Tu peux parler plus fort ? L'idée, c'est de pouvoir présenter ce qui m'a occupé pendant quelques années, pendant ma thèse de doctorat, dans laquelle était impliqué le professeur Jean-Jean. Et donc, vous verrez, certains reconnaîtront certains protocoles de recherche auxquels ils ont pu assister. Et donc, on va pouvoir discuter ces différents protocoles. L'idée, c'est de pouvoir vraiment, vous verrez, il y a tout un fil conducteur, n'hésitez surtout pas à m'arrêter s'il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous voulez discuter, bien entendu. Donc voilà, le sujet porte donc sur, je ne sais pas si vous voyez très bien, j'essaierai d'expliquer au mieux avec C'est pas améliorer la luminosité. S'il y a des graphes, des figures que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas, je les réexpliquerai. Donc l'idée ici, c'est donc, ce qui m'a occupé, c'est l'analyse de marche. Donc, pour ceux qui ont participé aux différents protocoles, c'est toujours sur la marche, essentiellement en tout cas, et la locomotion dans son sens plus large. La marche, plus particulièrement encore sur son organisation temporelle. On va rentrer dans ces différents aspects et surtout voir l'application de tels outils dans le cadre de la maladie de Parkinson. Mais avant toute chose, ce que je propose, c'est de reconsidérer le monde dans lequel on vit, y compris dans cette salle. Donc c'est un monde qui est fait en fait de multiples interactions, des interactions entre chaque individu, chaque groupe. Donc on peut vraiment établir ça sur différentes échelles. Ces interactions sont perpétuelles et c'est ce qui rend compte de la complexité du monde dans lequel on vit. C'est cette complexité qui va caractériser différents exemples qu'on peut retrouver ici. Les déplacements d'un essaim d'abeilles, par exemple. Croyez-moi si vous ne le voyez pas, ce sont des abeilles. Ici, ce sont des fourmis. Donc, on voit tous les déplacements d'une colonie de fourmis ou d'un essaim d'abeilles. D'autres exemples tout à fait opposés, ou en tout cas tout à fait différents, l'évolution des marchés boursiers, sont autant d'exemples de systèmes complexes dans lesquels on est amené à vivre et à interagir. Et ce sont en fait des exemples de ce qu'on appelle des systèmes auto-organisés. Après, normalement, j'arrête avec des termes un peu plus techniques. Mais donc, l'idée de systèmes auto-organisés, ce sont des systèmes qui répondent au principe d'auto-organisation. Donc, l'auto-organisation, c'est en fait l'émergence d'un comportement qui résulte d'interactions multiples entre les différents éléments qui constituent le groupe, on verra un exemple après, mais sans une instance supérieure. Donc il n'y a pas un élément qui va dicter le comportement à l'ensemble du groupe. C'est vraiment un comportement qui va émerger des interactions qui sont multiples et qui sont présentes à tout moment. Et donc, un exemple ici, donc c'est un banc de poissons, donc, qui est composé d'une multitude d'éléments qui vont parcourir les océans. On voit que donc tous suivent le groupe. Mais lorsqu'un élément se trouve isolé, il est tout simplement beaucoup plus... il devient une proie pour ses prédateurs. Ce qu'on veut montrer ici, c'est que ce n'est pas un élément qui va dicter le comportement au groupe entier, mais c'est l'ensemble de ces éléments qui va donc, par les interactions, comme on a déjà dit, permettre de se nourrir, mais aussi d'éviter les prédateurs. Et donc, ce comportement de nourriture ou d'éviction de prédateurs n'est possible que par les interactions qui existent entre chacun de ces éléments.
Et ces interactions vont s'établir de proche en proche, mais après, elles vont s'établir sur une échelle qui devient beaucoup plus longue. Donc l'addition de ces interactions va faire que donc, le banc de poisson va adopter un comportement qui lui est propre à un moment donné, à un endroit donné. Ceci permettant donc de survivre, donc à la fois en se nourrissant, mais aussi en évitant les prédateurs. On verra juste après qu'il y a donc d'autres exemples aussi dans la nature, comme le déplacement d'oiseaux, des migrations par exemple, ou les phénomènes météorologiques comme El Niño, pour ceux qui connaissent. Je ne suis pas spécialiste dedans, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais c'est des choses qui existent, et pour vous dire que c'est des interactions aussi qui s'établissent dans de multiples domaines qui nous entourent et auxquels on est confronté tous les jours. Mais pour revenir sur quelque chose que je connais quand même mieux, c'est la locomotion humaine, et elle répond au même principe, c'est-à-dire que la marche, elle est en fait complexe de par les interactions multiples qui existent entre ces différents constituants. Donc pour schématiser les choses, on a des structures qu'on dit supraspinales, ce sont des structures qui sont au-dessus de la moelle, donc spinale pour la moelle. Et donc on a les structures essentiellement donc, cérébrales, qu'on appellera supraspinales. On a l'échelon spinal, donc la moelle épinière, autrement dit ce qu'on appelle l'autoroute de l'information, où il y a vraiment deux passages, des informations qui viennent de la périphérie et qu'on va intégrer au niveau cérébral, et d'autres informations qui vont venir du cerveau et donner la commande en périphérie. Donc on a non seulement les structures supraspinales, les structures spinales, mais aussi les structures musculo-squelettiques, donc muscles, os, tendons et autres, qui sont donc impliqués dans la locomotion humaine. Et donc on voit, notamment par ce schéma-là, eh bien, qu'il y a des interactions qui existent entre ces différents constituants. Et c'est par la présence de telles interactions que l'on pourra obtenir une marche qui est la plus adaptée à l'environnement, à la condition aussi du système locomoteur. Donc, c'est ce qui rend compte du caractère complexe de la marche. Alors, de par ces multiples interactions qui existent, la marche est en fait inévitablement variable. Donc, même si on est amené à marcher dans le couloir qui est là-bas, et qu'on marche à une vitesse constante, si on mesure précisément la durée d'un cycle de marche, donc le cycle de marche, ça correspond en fait au moment où on pose le talon droit par convention jusqu'au moment où on va reposer ce talon au sol. Donc ça, c'est la durée du cycle de marche, enfin le cycle de marche, mais si on calcule le temps entre deux poses de talons successives du même pied, c'est donc la durée du cycle de marche. Et bien à ce moment-là, si on analyse vraiment cette durée du cycle de marche, on peut voir, bon, vous ne voyez peut-être pas bien, mais ça fluctue, hein, et aussi sur du long terme. Donc ici, ça représente une marche qui est d'environ 10-15 minutes en conditions de base. Donc ici, c'était sur un tapis roulant, par exemple, pour vraiment être certain qu'on ait une vitesse constante. Et on voit que malgré le fait qu'on ait une vitesse qui soit constante, on a des variations qui existent. Mais si on regarde, c'est quand même déjà un zoom, c'est ce que la figure veut montrer ici, c'est que quand on zoome vraiment là-dessus, on peut voir ces fluctuations. Elles ne sont pas présentes à l'œil nu, mais si on les analyse avec les outils adéquats, on est en mesure de pouvoir voir des fluctuations. Donc ces fluctuations sont en quelque sorte un peu le reflet du caractère adaptatif du système qu'on étudie, dans ce cas-ci la marche, mais j'y reviendrai par la suite, mais surtout des interactions qui existent entre ces différents constituants. Ça va jusque-là? Alors, donc, une autre manière de voir les choses, c'est la marche sur tapis roulant dont je vous ai parlé, mais surtout, c'est de voir ces fluctuations de durée du cycle de marche vont s'étendre sur un très nombreux, sur un parcours de marche qui peut être quand même très long. Donc c'est pour ça qu'on parle de fluctuation de durée du cycle de marche sur du long terme. On va voir que cette notion de long terme est importante
quand on veut approcher l'organisation de la marche, l'organisation temporelle. Et donc c'est précisément ça qui nous intéresse, c'est l'organisation qui peut être révélée par l'application de méthodes mathématiques sur ces fluctuations. Donc autrement dit, est-ce que ces fluctuations révèlent quelque chose d'utile dans la compréhension de la marche, dans son mécanisme physiopathologique, dans son traitement par exemple. Donc c'est ce qui va nous concerner par la suite. Donc l'organisation temporelle, donc la variabilité temporelle, puisque les fluctuations, ça témoigne en fait d'une certaine variabilité, elle est présente dans bon nombre de signaux physiologiques. On retrouvera dans le système cardiaque, quand on parle de rythme sinusal régulier, j'ai souligné régulier parce que, en fait, si on fait le même travail que ce qu'on a fait sur la marche, on peut voir que la durée entre chaque battement cardiaque n'est pas exactement la même. Il y a, en fait, c'est bien connu, l'influence du système respiratoire, notamment l'inspiration ou l'expiration, qui va allonger ou rétrécir la durée entre chaque battement cardiaque. C'est donc déjà le témoin aussi d'une certaine interaction entre systèmes. Parce qu'on a toujours parlé d'éléments, mais ça peut être à une autre échelle. Il peut y avoir des interactions qui s'établissent sur différents systèmes différents qui vont constituer en fait le corps humain. C'est très schématique. Mais donc, il y a ceci, il y a l'activité cérébrale, par exemple, ou la marche, comme on dit. Un autre terme important qui va guider vraiment toute la compréhension de la suite de la présentation, c'est vraiment l'idée que cette variabilité temporelle, et en particulier son organisation, elle peut être révélée par la présence de ce qu'on appelle des autocorrélations à long terme. Bon, c'est le dernier terme plus technique, mais ça témoigne, pour bien comprendre le terme, il faut le décortiquer. Donc, si on prend l'exemple du cycle de marche, eh bien, le cycle de marche, au moment où on l'observe, ce que ce terme veut dire, c'est que le moment où on observe cet élément-là, cette durée du cycle, cette durée n'est pas due au hasard, mais dépend aussi des événements précédents. Donc, il y a en fait une certaine corrélation entre l'événement qu'on observe à un instant T et les nombreux événements qui se sont passés auparavant, de la même manière que ce qui se passe là va influencer la suite. Donc c'est vraiment cette idée qu'il y a une interdépendance entre l'événement et les précédents et alors les suivants. Et ça s'établit sur un long terme, comme on l'a vu, on voit que ces fluctuations sont présentes aussi sur 15 minutes de marche par exemple. Donc c'est vraiment cette idée que l'influence de la durée du cycle de marche à un instant T, en fait, il y a des papiers qui ont montré que les 100 foulées en moyenne, les 100 foulées suivantes sont aussi impactées par ce qui s'est passé à cet instant T. Donc, si on prend un exemple très terre à terre, si on a un terrain irrégulier ou si on a eu un déséquilibre à cet instant T, il est en mesure de perturber l'organisation qui suit. Voilà. De la même manière qu'à l'instant T, peut-être que la perturbation qu'on peut observer est le reflet de ce qui s'est passé avant. Ça va? Et donc, ces autocorrélations à long terme, j'ai juste mis ici pour bien comprendre par la suite avec les graphes. Pour parler d'autocorrélation à long terme, il faut que l'exposant de Hurst, donc l'exposant H, soit compris entre 0,5 et 1. Donc c'est toujours l'intervalle, mais je le répéterai tout au long de la présentation. Et donc, avec un exposant de Hurst entre 0,5 et 1, qu'est-ce que ça représente? Pour reprendre l'exemple, ici c'est une modélisation, mais je prendrai un exemple de pathologie par exemple. On a l'exposant de Hurst qui est en fait cette situation-ci, qui donc est entre 0,5 et 1, et on est en Belgique, c'est toujours une histoire de compromis. Donc en fait ça traduit vraiment le compromis entre un excès on va dire, un comportement purement stéréotypé, un excès d'ordre en fait, où là on va répondre toujours de la même manière, et peu importe les conditions, les contraintes qu'on peut imposer sur le système qu'on étudie. Et à l'inverse, à l'opposé, on peut voir ici
un comportement tout à fait aléatoire, qui ne sera jamais le même, même si on est dans les mêmes conditions. Et donc l'idée, c'est que la présence des autocorrélations à long terme est en quelque sorte le compromis entre un excès d'ordre, où on répond toujours de la même manière, et un excès de désordre, où on répond toujours de manière différente. Et donc l'idée de ces autocorrélations à long terme, c'est d'avoir suffisamment de variabilité pour pouvoir en fait s'éloigner plus ou moins loin d'une performance attendue, de façon à pouvoir s'adapter en fonction de la situation de vie. Donc c'est ce que je mets ici, donc c'est le compromis entre l'ordre et le désordre. Et pour illustrer les choses avec un exemple peut-être plus connu, c'est le cœur. Je vous avais dit rythme sinusal régulier. Vous avez ici la preuve qu'il n'est pas si régulier, donc, malgré qu'on qualifie cela en médecine eh bien de rythme sinusal régulier. Mais on voit ici que le battement cardiaque, je vous rassure, c'était au repos. Il n'y a pas d'autre interprétation possible, mais c'est bien au repos et on voit donc ces fluctuations qui peuvent être présentes en dehors de toute contrainte supplémentaire sur le rythme, enfin sur le cœur. Pour reprendre donc l'idée ici de cette figure, c'est de vraiment avoir cette courbe en cloche que vous pouvez voir, avec le comportement robotisé ou toujours identique de la décompensation cardiaque. Quelqu'un qui est décompensé cardiaque répondra toujours de la même manière à la demande cardiaque. Peu importe qu'elle soit augmentée ou non, le comportement sera toujours le même. Et ici, on a la fibrillation auriculaire, que certains d'entre vous peut-être connaissent, mais qui témoigne en fait d'une contraction anarchique du cœur. Et donc là, ces deux, même si elles sont toutes les deux opposées dans leur présentation, elles se rejoignent dans l'idée qu'elles disposent de moins de capacité d'adaptation. C'est vraiment ça le message, c'est de disposer de suffisamment de variabilité pour pouvoir répondre, mais d'en disposer suffisamment pour répondre différemment en fonction de la demande. Ça va? Ça vous semble clair ou pas? Donc voilà. Alors, si on rentre, voilà. L'idée ici des autocorrélations à long terme comme un éventuel reflet des capacités adaptatives du système qu'on étudie. Dans ce cas-ci, c'est le cœur. Tout ce que je vais présenter a déjà été étudié en particulier sur le cœur. Il y a des études qui ont été faites par exemple au soin intensif ou en analyse de rythme cardiaque. On ne s'est pas utilisé en clinique courante, mais les équipes finlandaises par exemple ont déjà fait pas mal de papiers sur la prédiction éventuelle d'un risque plus important sur le plan cardiaque chez des personnes qui sont en soins intensifs. Donc il y a quand même des répercussions cliniques qui pourraient découler de toute cette analyse. Mais donc ici l'idée c'est d'appliquer, de vérifier en quelque sorte cette hypothèse au niveau de la marche, à savoir que est-ce que la présence d'autocorrélation à long terme ou son altération eh bien, reflète de bonnes capacités d'adaptation ou de moindres capacités d'adaptation. C'est un peu dichotomique, mais c'est un peu cette idée de pouvoir voir si on peut apprécier les capacités d'adaptation du système locomoteur, surtout aussi dans l'idée de pouvoir apprécier le risque de chute, par exemple. Puisqu'on peut être plus à même de chuter si on a moins de capacité de réponse à des contraintes internes ou externes. C'est ce que je mets ici, c'est l'idée d'apprécier la stabilité de la marche. Donc ça a été défini comme étant la capacité de maintenir une locomotion qui est fonctionnelle. Donc ça sous-entend adaptée, et cela malgré la présence de perturbations externes au système ou aux perturbations internes du système. Donc voilà, ce qui va nous guider ici aussi, c'est la notion de contrainte interne et externe, mais aussi la combinaison des deux. Et donc sur ce schéma-ci, on voit le squelette du reste de la présentation qui va consister à évaluer la stabilité de la marche au moyen des autocorrélations à long terme, de vérifier l'influence de facteurs externes au système locomoteur, donc c'est la double tâche, la marche arrière et une cadence imposée sur du vélo, donc une autre tâche locomotrice.
Dans un deuxième chapitre, de vérifier, enfin d'apprécier l'influence de facteurs internes, hein, donc des contraintes internes au système, et on a pris donc le modèle de la maladie de Parkinson, qui est caractérisé notamment par des troubles du rythme de la marche. Et ensuite, je suis déjà off timing. Mais donc l'idée ici après, c'est de, vous en avez peut-être fait l'expérience, il y a des activités de marche nordique, si j'ai bien compris, et certains en tirent probablement bénéfice, même pour vous dire, l'idée de cette étude vient même d'un patient qui a pu nous décrire les bienfaits immédiats et même qui se prolongent sur les heures qui suivent la réalisation de la marche nordique. Et donc, c'est pas une idée tout à fait originale de ma part ou de notre part dans l'équipe, mais ça vient aussi de l'expérience que vous pouvez nous apporter. Donc l'idée ici, c'était de pouvoir combiner les facteurs internes, donc en particulier la maladie de Parkinson, mais avec des facteurs externes, dans l'idée de pouvoir moduler cette organisation, donc ces autocorrélations long terme, dans un but thérapeutique avec des techniques qu'on connaît, comme donc, la marche nordique, mais aussi le tapis roulant, donc, qui est largement recommandé dans la prise en charge de patients Parkinson. Dernier chapitre, mais ça j'en parlerai pas du tout, c'est une approche méthodologique, c'était juste pour dire que tout ça a fait l'objet d'une approche méthodologique permettant de vérifier l'application de pareilles méthodes mathématiques. Donc, le premier chapitre, donc les facteurs externes, n'hésitez pas s'il y a des questions. Mais donc, les facteurs externes, si on prend toujours ce schéma-ci, les structures supraspinales, spinales et périphériques, donc musculo-squelettiques. Vous voyez à chaque fois quand mais donc, ici, on a évalué la double tâche, donc qui nécessite quand même des influences supraspinales, donc un traitement de l'information au niveau cérébral. La marche arrière, qui a priori est une boucle de contrôle, je veux dire, inférieure, qui se situe plutôt au niveau spinal. Et la cadence à imposer, donc où là, vous verrez les détails, ça consistait à respecter volontairement une cadence qui n'était pas la cadence spontanée du sujet, et sur une autre tâche qui était le pédalage. Pour la première donc, étude, qui consistait à étudier la marche arrière et la double tâche, chez des sujets indemnes de toute pathologie du système locomoteur. Et vous voyez ici, ça se voit ou pas? Vous voyez un peu? Je dois vraiment détailler le tout. Et donc ça représente l'exposant H, c'est celui dont on va parler comme souvent après. L'exponent H qui est compris donc ici entre 0 et 1.4, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'intervalle entre 0,5 et 1, pour pouvoir dire si oui ou non il y a une certaine organisation de la variabilité de la marche. Et on peut voir ici que peu importe qu'on marche qu'on soit sur tapis roulant, en marche avant ou en marche arrière, on voit que ça n'a pas du tout influencé l'organisation temporelle de la marche de sujet indemne de toute pathologie du système locomoteur. Sur la double tâche, donc là c'était des tâches de calcul tout en marchant sur un tapis roulant à vitesse confortable qui était propre à chaque patient, eh bien on faisait donc des tâches de calcul qui étaient quand même assez contraignantes puisque ça pouvait être, je sais pas moi, 721 divisé par 7 et tout ça flashé pendant 2 secondes sur un écran, et puis 10 secondes pour répondre, et ça pendant 15 minutes. Donc c'est quand même déjà assez costaud. Et donc ici, ce qu'on a pu voir, c'est que même s'il y a une petite tendance, en tout cas, il n'est pas présente statistiquement. Enfin, il n'est pas retenu sur le plan statistique. Donc, où on peut voir que les autocorrélations à long terme tendent à être un peu moins fortes, mais elles restent très nettement dans l'intervalle de 0,5 à 1. Donc, les premières conclusions de ces papiers ici, c'était il y a donc bien une certaine organisation temporelle de la marche,
tant en marche avant qu'en marche arrière. Et le fait d'ajouter une tâche cognitive plus importante, tout en marchant, donc en faisant une double tâche, ça ne perturbait pas davantage la marche de sujet indemne de toute pathologie du système locomoteur. Et donc ça pose la question de savoir est-ce qu'il y a donc finalement d'où viennent cette organisation, est-ce qu'elle vient de structures supraspinales plus impliquées ici, ou est-ce qu'elle vient plutôt d'un bas niveau de contrôle ou spinal? On n'en a pas vraiment on n'a pas la conclusion claire par rapport à ces études. La deuxième partie sur ces facteurs externes, c'est une tâche de pédalage. Donc, dans le cadre notamment de la maladie de Parkinson, il peut parfois être plus facile. Donc il y a ce qu'on appelle des kinésies paradoxales, où il y a certaines situations qui sont plus faciles que d'autres, comme marcher dans des escaliers, ça donne un certain rythme, ça peut être plus facile, comme faire du vélo. Donc il y a même des papiers qui montrent de bicycle sign. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être retrouvé dans le cadre de la maladie de Parkinson. Donc mis à part le fait de monter sur le vélo ou de descendre du vélo, où ça peut être plus dangereux, une fois qu'on est sur le vélo, j'ai pas la vidéo ici, mais si vous regardez, vous pouvez retrouver cette vidéo. On a vraiment quelqu'un qui peut avoir l'expérience de freezing, vraiment les pieds qui sont collés au sol. Et une fois qu'il est sur le vélo, tout est souple. Ça vient aussi du fait que les contraintes sur le système locomoteur sont moindres. La longueur du pédalier, elle sera toujours la même. Tandis que dans une marche spontanée, ce paramètre peut déjà varier. Donc l'idée ici, c'était d'avoir une tâche qui est moins contraignante sur le plan locomoteur, mais en contraignant tout de même cette tâche avec une cadence qui n'est pas celle du sujet. Et ici, on a choisi 60 tours par minute. Pour les cyclistes d'entre vous, une cadence de 60 tours par minute, soit il faut tirer un gros braquet, ou alors, en tout cas, c'est très inconfortable. Donc, et vous avez tous en tête probablement le Chris Froome ou Lance Armstrong avec des cadences très élevées. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on a choisi une cadence qui en tout cas n'est pas confortable et qui est en dehors de la cadence habituelle du sujet. Et pour être tout à fait complet, le sujet avait un retour sur sa cadence, puisque donc il y avait donc un écran sur lequel on pouvait voir en temps direct la cadence adoptée par le sujet. Et donc il y avait comme ça un perpétuel jeu d'essai-erreur, en quelque sorte. Une fois on est un peu trop haut, puis on descend. Et donc l'idée c'était toujours être le plus proche possible de 60 tours par minute. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que la condition imposée, on a imposé donc la cadence de 60 tours par minute, et bien là, on est bien dans le range de 0,5 à 1, mais par contre, on est nettement moins, l'organisation, en quelque sorte, est nettement moins présente lorsqu'on contraint le système par rapport à une situation spontanée. Et donc, là, l'idée d'approcher un peu plus une éventuelle influence du système des structures supraspinales. Donc, puisque on a la volonté de vouloir rester à 60 tours par minute, ça implique notamment des structures cérébrales. Alors, pour le deuxième chapitre, c'est donc la maladie de Parkinson. Et donc, comme vous le savez, elle va impliquer essentiellement les structures cérébrales, mais pas que, mais essentiellement les structures cérébrales. Et la maladie de Parkinson, je ne vous apprends rien du tout là-dessus, mais elle résulte en fait de la perte de cellules dopaminergiques, localisées dans une zone qu'on appelle la substance noire, et plus particulièrement la pars compacta, qui va se retrouver donc dépigmentée, puisque donc on appelle substance noire parce qu'il y a des composés de mélanine qui, par la perte de ces cellules, en vient à être moins pigmenté. On perd le caractère noir de cette substance en quelque sorte, si on fait des coupes autopsiques. Et de cette perte progressive de cellules dopaminergiques, on va voir apparaître une multitude de symptômes qui rend vraiment
le caractère complexe de la pathologie, puisque ça peut être des symptômes moteurs qu'on connaît tous, hein, donc, qui sont le tremblement, la rigidité, l'instabilité posturale, la lenteur, mais il y a aussi toute une série de symptômes non moteurs, hein, donc comme la constipation, dépression éventuelle, la fatigue, des éléments qui ne sont pas nécessairement très spécifiques, hein, mais qui peuvent aussi même précéder de nombreuses années, voire même dizaines d'années, le diagnostic d'une maladie de Parkinson. Et ce qui est important de retenir, c'est que de ces symptômes-là, eh bien, vont résulter toute une série de conséquences. Et parmi ces conséquences, celle qui va nous intéresser ici, c'est notamment le risque de chute, qui donc expose aussi à un risque de fracture, de perte de qualité de vie, notamment. Et lorsqu'on fait une analyse de marche, donc, pour ceux qui sont déjà venus au laboratoire, on ne voit pas très bien, mais donc c'est vraiment une analyse tridimensionnelle de la marche avec donc, des caméras, avec un système optoélectrique, donc des petites boules réfléchissantes, et on a donc alors en temps direct tous les segments de la marche, avec des plateformes de force, une mesure énergétique. Donc toute cette analyse cinématique, cinétique ou énergétique de la marche, bien, même si on fait une analyse la plus complète possible, comprenant toutes ces analyses, aucun de ces éléments pris isolément ne constitue un facteur de risque de chute. C'est ce qu'on retrouvait dans cette étude. Et donc l'idée, c'était d'aller plus loin dans notre hypothèse, que l'étude de l'organisation de la variabilité pourrait être le reflet, de par une moindre stabilité de la marche, le reflet donc d'un facteur d'un risque de chute plus important. Vous me suivez toujours? Oui. Alors, ici on ne voit pas bien du tout, mais c'est de nouveau le même genre de graphique que tout à l'heure. Hein, donc, cette courbe fluctuante qu'on peut voir ici, donc ça c'est chez des patients qui souffrent de la maladie de Parkinson, dans un stade débutant. Pour ceux qui connaissent l'échelle Ouneyard, l'échelle Ouneyard au stade 1, donc une maladie purement unilatérale sans troubles axiaux. Ouneyard 2, donc maladie bilatérale sans troubles axiaux, et le stade 3 qui témoigne donc déjà d'une atteinte à la fois bilatérale avec des troubles axiaux, notamment posturaux. Et donc on peut voir ici qu'il y a différents. Enfin, c'est la même échelle, hein. On ne le voit pas avec l'écran, mais c'est exactement la même échelle. Et donc on peut déjà voir le comportement plus fluctuant, mais peut-être plus organisé. Ça, il faut le croire, il faut le prendre pour ça. Ici, on a la même grandeur, la même amplitude de variabilité, donc les fluctuations sont plus ou moins de la même grandeur. Elles tendent à être beaucoup plus importantes avec des stades qui sont plus avancés. Mais ce qu'on peut observer aussi, hein, c'est l'organisation qui tend à s'aplatir, si vous voulez, ce caractère fluctuant mais qui suit des tendances, donc, comme on peut voir par exemple là, il tend en fait à s'aplatir et aussi à avoir une grandeur de fluctuation qui est plus importante. Et donc, on a cherché à voir s'il y avait donc une corrélation qui pouvait exister entre l'exposant H et cette échelle Ouneyard, qui a ses avantages et ses limites, on est bien d'accord. Et ce qu'on voit ici sur cette figure, c'est donc le stade Ouneyard, donc témoin de la sévérité de la maladie, et l'exposant de Hurst, donc l'exposant H, ici donc représenté avec un zoom sur l'intervalle qui nous concerne toujours, donc le 0,5 et le 1. Ça va ? La zone grisée ici, c'était pour comparer avec des sujets qui n'avaient pas la maladie de Parkinson. Et donc on peut voir ici donc, la zone grisée de tous les sujets qui n'avaient pas la maladie de Parkinson qui ont pu participer à nos études. Et on a pu alors comparer les tendances entre des stades débutants de la maladie vers les stades les plus sévères. Et on peut voir ici que donc, celui qui est représenté ici se situe ici. Dans le stade 1, on voit qu'en fait on ne sait pas différencier les sujets souffrant d'une maladie de Parkinson
de sujets qui n'ont pas la maladie de Parkinson. Avec la sévérité, avec l'évolution de la maladie, on peut voir quand même une tendance qui apparaît quand même clairement, où notamment à 1,5, 2 de INEA, eh bien, on peut voir quand même qu'on tend à s'éloigner de l'organisation qu'on peut retrouver chez les personnes qui n'ont pas la maladie de Parkinson. Et donc, ça, pour reprendre l'idée de l'organisation, en fait, cette organisation tend à être moins présente, donc on a une marche qui apparaît moins organisée, peut-être plus aléatoire. Et donc, de nouveau, dans l'idée, la maladie de Parkinson résulte surtout d'une perte de cellules qui se situe à un étage supraspinal. Eh bien, on avance un peu dans l'idée que les structures supraspinales auraient certainement leur rôle à jouer dans l'émergence d'une organisation de la variabilité temporelle de la marche. Pour le troisième chapitre, dites-moi s'il y a des questions, ou si vous voulez une pause. Je m'attraque. Mais donc, l'idée ici, c'est maintenant de combiner, toujours avec le facteur interne qui est la maladie de Parkinson, ça c'est le point commun de toutes les autres études qui suivent, mais en ajoutant une contrainte externe au système, et dans le but de l'améliorer. En tout cas, c'est ce qu'on observe cliniquement. C'est maintenant largement recommandé de pouvoir faire du tapis roulant, voire aussi de la marche nordique. Donc, c'est voir avec des techniques qui sont connues comment la variabilité de la marche va se comporter, hein, comment l'organisation de cette variabilité va être possiblement modulée. Donc, dans ce papier-ci, on a évalué la marche nordique. Donc, en comparant deux populations, des personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson et des personnes qui n'en souffrent pas. Donc, à parier pour l'âge, en essayant de réduire au maximum les variables confondantes. Tout je vais utiliser le terme d'utilisation de bâton de marche, parce qu'il faut bien dire qu'on a parlé de marche nordique, mais le but n'était pas d'avoir une technique irréprochable, parce qu'il fallait aussi limiter l'entraînement avec les bâtons. L'idée n'était pas d'induire un réentraînement, en fait, ou d'induire une rééducation à la marche par ce biais-là. C'était vraiment, en fait, les sujets ont eu 3 séances pour pouvoir approcher la technique, pour pouvoir utiliser correctement les bâtons, mais pas avec vraiment l'extension du bras comme on pourrait voir dans les professionnels de la marche. Donc l'idée, c'était vraiment l'utilisation du bâton de marche comme outil utile à la régulation de la marche. Et donc, là, ici, donc, le petit carré, ça représente les sujets qui n'ont pas la maladie de Parkinson, et le petit rond, les sujets qui ont la maladie de Parkinson. Sur la partie gauche de la figure, on retrouve la situation qui est la situation spontanée, sans les bâtons de marche. Une démonstration. Peut-être. Il n'y avait pas la petite marche nordique ce matin? Oui. Vous savez. Et puis, et la marche nordique ici, donc avec l'utilisation surtout des bâtons. Donc on a les deux conditions de marche avec les deux populations étudiées. Et on voit donc dans la situation spontanée, donc sans bâton de marche, on voit qu'il y a une différence qui, en tout cas, est statistiquement significative entre les deux populations étudiées, en ce sens que les patients souffrant de la maladie de Parkinson ont une organisation temporelle de la marche qui est moindre, et ça on le savait déjà par les autres études. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que ça se confirme. L'autre enseignement ici, c'est que cette différence, en fait, tend à être gommée par l'utilisation des bâtons. Donc là, c'est quelque chose qui devient quand même très intéressant, puisqu'on voit qu'avec l'utilisation des bâtons de marche sans avoir une technique irréprochable, on est en mesure de pouvoir moduler cette organisation, et de façon tout à fait comparable à ce qu'on peut observer chez les personnes qui n'ont pas la maladie. Donc là, ça devient quand même assez intéressant.
puisqu'on n'a plus du tout de différence statistiquement significative. Et on voit donc cette tendance à l'amélioration. Enfin, c'est plus qu'une tendance, c'est vérifié sur le plan statistique. Si on revient toujours par rapport à l'idée de comprendre d'où pourrait venir cette organisation, on peut impliquer différentes structures. Donc, par le caractère rythmique du mouvement du membre supérieur, on pourrait incriminer ce qu'on appelle des techniques d'indissage. Vous avez peut-être déjà tous, je ne sais pas, vous me dites si vous avez déjà fait l'expérience de l'indissage, l'imposition d'un rythme, que ce soit donc l'indissage sonore, mais visuel aussi, ou l'indissage haptique, comme ça peut se faire parfois. Eh bien, ça nécessite donc des structures supraspinales. C'est pour bypasser en quelque sorte. Non, pas de souci. Ça va. Donc l'idée c'est de pouvoir bypasser les structures entre guillemets déficientes, défaillantes dans le cadre de la maladie de Parkinson en utilisant d'autres structures cérébrales. On peut utiliser aussi les stratégies attentionnelles. Prêter plus d'attention à sa marche aide à la régulation de la marche. Et donc, le fait, c'est pour ça que je disais, c'est l'utilisation des bâtons de marche. Si on veut marcher en utilisant les bâtons, on doit accorder de l'attention à la tâche. C'est difficile de dire si c'est réellement l'indissage ou l'allocation d'une attention plus importante, d'une structure attentionnelle plus importante, mais en tout cas, ça peut impliquer des structures supraspinales. Une autre chose dont on n'a pas vraiment parlé, c'est les CPG, donc les Central Pattern Generator, qui sont en fait des amas de cellules qu'on peut retrouver au niveau de la moelle épinière. Donc, c'est surtout sur l'expérimentation animale, donc ça n'a bien sûr pas été fait du vivant chez le sujet sain. On a pu mettre en évidence des amas de cellules, notamment chez des chats décérébrés, par exemple. Donc, il y a des chats, maintenant ça devient plus difficile de faire ça sur le plan éthique, bien sûr, mais qui avaient été, donc on a désolidarisé en quelque sorte la moelle et le cerveau, et on peut voir qu'ils étaient capables d'une activité rythmique de marche. Certes, pas du tout adaptée, mais en tout cas, il y avait une activité primaire, peu adaptée, mais qui était présente et qui était possible. Et donc, ces amas de cellules, donc les CPG, on peut les retrouver au niveau lombaire, plutôt pour les membres inférieurs, mais on en a mis en évidence aussi au niveau cervical. Et donc, il y a des études qui ont montré que la stimulation de la paume de la main pouvait activer ces CPG et aider à la poursuite de l'information, enfin à la régulation de l'information sur les membres inférieurs. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas exclure l'influence d'un mécanisme indépendant de structure supraspinale. Donc, c'est l'idée de pouvoir, avec la paume de la main, stimuler des structures qui sont impliquées dans la locomotion, mais à un étage infraspinal, infracérébral. Donc, on a pu voir qu'il y a une modulation possible de cette organisation temporelle de la marche. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va améliorer la stabilité de la marche? Ça, bien sûr, il faudra des études sur du plus long terme, ou plutôt des études cliniques avec plus d'échantillons, et surtout une approche de rééducation. Et donc, ça, c'est une piste qu'on avait tentée, mais qu'on n'a pas encore pu mettre, pu terminer. C'est pas évident à faire. Mais c'est pour jamais si vous êtes intéressé. Un autre aspect, c'était le tapis roulant. Donc, je suppose que vous êtes beaucoup à pouvoir essayer d'utiliser le tapis roulant. Ça a différents avantages. On peut à la fois poursuivre l'objectif d'une vitesse de marche, mais on peut, en réduisant la vitesse, on peut essayer aussi d'allonger le pas, par exemple. Tout dépend des objectifs qu'on poursuit. Et donc, c'est un outil assez intéressant qui permet aussi de contrôler vraiment les paramètres. Mais c'est aussi intéressant parce que ça peut aider comme indissage. En fait. Ça amène une extension de hanche plus importante et ça peut être une information qu'on va voir juste après, qui peut être utile dans la régulation de la marche. Donc, ici, de nouveau, c'est les deux conditions de marche. Donc, marche spontanée, marche sur tapis roulant. Chez les sujets souffrant de la maladie de Parkinson, chez les sujets n'ayant pas la maladie de Parkinson.
De nouveau, sur l'axe vertical, on retrouve l'exposant de Hurst, qui, avec ses intervalles, où on retrouve cet intervalle entre 0,5 et 1. Et on voit de nouveau, donc ça c'est quand même plutôt rassurant de voir que on a un exposant de Hurst qui est moindre que celui de sujets qui n'ont pas la maladie de Parkinson. Donc c'est déjà quelque chose qu'on a pu observer, mais qu'on redémontre d'une autre manière. Par contre, on a une très nette modulation. Donc on voit qu'on se rapproche. Donc là, on était plus ou moins à 0,9, mais avec certains sujets qui dépassaient la limite de 1 de l'exposant de Hurst. Et en faisant une analyse un petit peu plus poussée, on voyait que c'était surtout les patients qui étaient à une sévérité plus importante, qui bénéficiaient plus du tapis roulant. Peut-être qu'il y avait vraiment ce référentiel qui manquait avec la sévérité de la maladie, le référentiel a pu se perdre. Et le fait qu'on ait cette bande déroulante ramène en quelque sorte ce référentiel, cet élément utile à la poursuite de la marche et en tout cas à sa régulation. Différence qu'on n'avait pas donc, chez les sujets qui n'avaient pas la maladie de Parkinson. Même topo, ici donc, est-ce que c'est une technique d'indissage? En tout cas, on évoque, sans pouvoir avoir la certitude, quand on discute de l'effet du tapis roulant, il y a cet indissage notamment via l'extension des hanches. Quelqu'un qui veut rester sur le tapis roulant, il doit quand même bien prêter attention à marcher en rythme avec le tapis. Donc il y a quand même une certaine part d'attention qui est allouée à la tâche. Et alors les CPG, donc on a parlé des CPG au niveau cervical avec la stimulation de la paume de la main, mais il y a aussi des CPG donc, au niveau lombaire qui peuvent être stimulés par l'extension de hanche, notamment. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, sur un tapis roulant, on est quand même amené à avoir un peu plus d'extension de hanche. En tout cas, les études sur le plan biomécanique ont montré qu'il y avait une extension de hanche plus importante. Et donc ça peut être un élément aussi utile à la régulation et en tout cas à la modulation de la marche telle qu'on peut l'observer là. Bien sûr, on n'a pas c'est des études qui sont sur très court terme, donc on ne peut pas avoir la certitude que ça améliore la stabilité au plus long terme. Mais quand on voit déjà les études qui ont été faites sur le tapis roulant, sur la marche nordique, ça encourage en tout cas à pouvoir le penser, mais on n'en a pas, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on n'a pas la certitude. Alors, pour résumer ici rapidement ce qu'on peut tirer de l'organisation temporelle de la marche, donc avec les autocorrélations à long terme, entre 0,5 et 1, eh bien on a pu voir que l'analyse de pareils paramètres permettait d'avoir une évaluation objective et quantitative, donc c'est une valeur chiffrée, et une valeur qui est objective, donc elle est l'échelle dont j'ai parlé, l'échelle Mouneyard, elle est très subjective. L'échelle NDS-UPDRS, vous avez peut-être déjà vu, c'est des échelles avec différentes catégories de réponses. C'est très subjectif aussi, ça dépend aussi de l'expérience de l'examinateur. Mais donc ici, l'idée de cette analyse, c'est qu'elle permet d'avoir une mesure objective et quantitative, possiblement donc de la stabilité de la marche, qu'on pourrait utiliser à la fois dans le contexte clinique habituel, mais aussi dans le contexte clinique de recherche. Ce qu'on a pu voir dans la deuxième partie avec la marche nordique et le tapis roulant, c'est le potentiel dans l'évaluation de différentes approches thérapeutiques, que ce soit la médication, mais aussi des techniques de rééducation ou de la pratique de l'exercice, que ce soit sous forme de marche nordique, de tapis roulant ou autre. Eh bien, on peut voir que cette analyse, eh bien, elle est capable de détecter une différence. Maintenant, il faudra bien sûr voir sur du plus long terme. Et je pourrais rajouter aussi autre chose, c'est que maintenant, en fait, c'est des valeurs temporelles. On a tous dans nos... Enfin, je montre maintenant, mon téléphone dans la poche, mais on l'a un peu tous dans la poche.
sauf peut-être dans les sacs à main, ça marchera moins. Mais on peut extraire toute une série de paramètres de marche à partir des accéléromètres, des gyroscopes qu'on a dans les téléphones portables. Et donc, ça ouvre aussi une perspective. Il y a pas mal de travaux qui se font sur l'utilisation d'unités inertielles, comme on dit, donc combinant accéléromètre, gyroscope, magnétomètre aussi pour certains, qui permettent vraiment d'avoir toute une série d'informations sur la marche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, notamment chez Apple, je sais que dans l'onglet santé, vous pouvez avoir différents paramètres de marche. Je n'en connais pas vraiment la validité, mais tout ça peut être extrait à partir du téléphone. Donc ça montre aussi le potentiel que pareille analyse pourrait... Parce qu'on peut automatiser bien sûr l'analyse et extraire des données sans souci. Et pour être tout à fait complet aussi, pour l'instant, on a aussi un travail avec les ingénieurs qui vise à évaluer en temps réel ces autocorrélations à long terme et pouvoir, donc à partir d'un exosquelette qui est encore un peu conséquent, ceux qui vont participer, c'est quand même déjà un peu lourd, mais l'idée bien sûr c'est de pouvoir miniaturiser un peu comme tout dispositif. Une fois qu'on a montré son utilité, il faut quand même pouvoir le miniaturiser. Mais donc l'idée de ce dispositif, c'est de pouvoir détecter des éventuels des événements ponctuels de la marche, comme le freezing par exemple, qui quand on regarde le déroulement d'un épisode de freezing, il ne s'annonce pas, mis à part à l'initiation de la marche, mais quand le freezing survient, lorsqu'il va y avoir un changement de direction, ou lorsqu'il va y avoir un passage de porte ou autre, quand on analyse la marche sur les cycles précédents, on peut déjà voir qu'il y a une modulation, une tendance au raccourcissement de la durée du cycle de marche, et sur base de cet enregistrement, pouvoir donner l'impulsion nécessaire. Donc on a un petit moteur qui vient donner une petite information périphérique qui interagit donc avec les autres structures pour pouvoir maintenir l'activité de la marche. Non, en fait, ici, dans ce cas-ci, c'était juste tenir le bâton. C'est purement hypothétique, mais en tout cas, il y a des études expérimentales qui ont été faites et qui ont montré que quand on stimulait, à ce moment-là, c'était une stimulation électrique, je pense, dans le modèle expérimental, et ils avaient montré en tout cas que les informations passant par la moelle épinière étaient modulées, mais dans le sens positif. On avait notamment une plus grande dorsiflexion de cheville. Donc voilà, mais c'est purement hypothétique, c'est est-ce que la stimulation tactile superficielle est un élément en plus. On sait en tout cas aussi que le travail du ballon des bras est un autre élément qui est important dans la marche, ne fût-ce que dans la stabilité aussi de la marche, mais aussi dans la longueur du pas, si on augmente le ballon des bras, c'est aussi des éléments qui peuvent intervenir dans l'effet de la marche. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais terminer avec une dernière chose pour vous dire que c'est pour vous dire que ça survient aussi donc on a parlé de la tâche motrice, dans ce cas-ci la locomotion, la marche, le pédalage, mais on peut aussi analyser le geste graphique. Et donc il y a différents peintres comme Dali ou Morisot, qu'on voit ici sur la partie droite de la figure, et par des techniques qui ne sont pas les mêmes, mais en tout cas dans le même domaine, certains chercheurs ont analysé les tableaux et la complexité du geste graphique à travers donc, les âges, enfin avec l'âge. Ici, on a des personnes qui n'avaient pas de maladie, en particulier une maladie de Parkinson, et ici, Dali et Morisot qui avaient la maladie donc, de Parkinson. On peut voir qu'avec l'expérience, la complexité du geste graphique était plus importante. Tandis que dans le cadre de Dali et Morisot, cette complexité tendait à avoir un maximum qui se réduisait. Et donc ça a amené certains à considérer, comme on peut le faire aussi, mais de façon beaucoup plus basique, à considérer le geste graphique. Vous avez peut-être vu aussi qu'il y a la micrographie, qui est un élément qui peut précéder ou qui peut faire penser à une maladie de Parkinson. Eh bien, le geste graphique, donc maintenant avec les tablettes notamment, on peut aussi analyser je ne le fais pas, mais je sais qu'il y a des dispositifs qui existent
pour pouvoir analyser le geste graphique aussi dans le suivi, ou même peut-être dans la détection, ça je ne sais pas. Mais donc voilà, c'était pour vous montrer que la variabilité, on peut aussi l'évaluer sur d'autres tâches motrices, et pour élargir un peu le champ. Ça va ? Voilà, je vous remercie pour votre attention. Félicitations pour vos recherches, parce qu'apporter une nouvelle méthode d'évaluation de la maladie de Parkinson, c'est une étape linéaire, ça date de 69 si je ne m'abuse. Donc 67, ouais. Donc il était temps d'avoir une nouvelle méthode d'évaluation. Bravo pour votre rapport à la maladie de Parkinson. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer aux questions. Je vais juste couper l'enregistrement parce que